Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Monsieur Marié pour la continuité de votre cours sur YouTube, du coup chapitre 2 du programme de première spécialité, suivi et modélisation de l'évolution d'un système chimique. On avait déjà vu précédemment comment caractériser un système chimique initial, et bien maintenant on va voir comment on en fait le suivi et comment on le modélise. Je vous propose de commencer par la partie modélisation d'un type de transformation bien particulier qui s'appelle les transformations d'oxydoréduction ou oxydant réducteur. Dans les anciens bouquins, on peut voir sous la forme aussi redox. Attention, on parle plus de redox parce que ça fait inculquer une notion de réducteur avant oxydant, alors que la nomenclature officielle, les couples, comment on doit les marquer, on doit les marquer toujours oxydant puis réducteur et non pas l'inverse. Alors du coup, qu'est-ce que c'est un oxydant, qu'est-ce que c'est un réducteur et qu'est-ce que c'est un couple oxydant-réducteur? Eh bien, un couple oxydant-réducteur, c'est quand on met les deux ensemble. Et qu'est-ce que c'est du coup un oxydant? C'est une espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs électrons, qui est capable de les accaparer, qui est capable de les fixer. Voilà. Un réducteur, c'est l'inverse. C'est une espèce qui est capable soit de les céder, soit de les libérer, soit de les donner tout simplement à une espèce oxydante. Voilà. Donc pour bien se rappeler, je vous conseille de marquer déjà de bien apprendre l'orthographe des mots. C'est important. Et cette fois-ci, ça va être très important, non pas parce que je vais vous enlever des points, mais tout simplement parce que les lettres vont être importantes. Dans Occident, du coup, on l'écrit avec un A, et capter, du coup, commence par un A, ça va vous permettre de retenir, du coup, mémotechniquement, la notion d'Occident. Et réducteur, vous avez un E, accent aigu, qui commence, du coup, comme première voyelle du mot, et CD également. Du coup, ça permet de retrouver plus facilement la notion. Par exemple, si je prends un ion cuivre, du coup Cu2+, qui est capable de capter 2 électrons, eh bien il va former le cuivre solide, qu'on connaît, qui forme par exemple les rails des trains, des voies ferrées, pardon. Et bien du coup Cu2+, vu qu'il est capable de capter 2 électrons, eh bien on va dire que c'est un oxydant. A l'inverse, le cuivre solide, quand on le met en solution, par exemple, il est capable de libérer 2 électrons et de devenir Cu2+. Ça se fait, et d'ailleurs on fera un TP où cette réaction sera visible, je vous le montrerai. Et bien du coup, vu que ce Cu est capable de libérer 2 électrons, et bien on appelle ça une espèce, réductrice. Ou un réducteur si vous voulez. Alors un oxydant, si vous le mettez avec un slash à côté d'un réducteur, et qu'ils sont les deux du coup capables de former l'un l'autre par échange d'électrons, donc Cu2+, et Cu, on voit bien que quand l'un transfère 2 électrons à l'autre et que quand l'autre lui rend, eh bien on peut former en boucle les deux, et bien ça s'appelle du coup un couple oxydant-réducteur, et on le note ox/red. Voilà. Donc l'ion cuivre et Cu solide, vous voyez qu'on marque par exemple Cu2+, à que Cu solide. Voilà. Ça on en fera plein de façons, ne vous en faites pas. Alors du coup, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est une transformation d'oxydoréduction et surtout comment on la note, comment on la comment on l'équilibre aussi. Eh bien, il y a une méthode pour ça, et ça va être très très simple. Par contre, la méthode, il va falloir qu'on l'apprenne bien par cœur, parce que si vous ne passez pas par cette méthode, autant il y a des transformations que vous pourrez équilibrer à l'œil. Par exemple, Cu2+, Cu, c'est facile de faire une demi-équation, et Fe2+, Fe, ou Fe3+, Fe2+, c'est facile, on voit de suite comment on équilibre. Par contre, si on prend les couples comme Cr2O7, Cr3+, Cr2O7 2-, pardon, et Cr3+, là ça commence à devenir un peu plus technique. Donc, à chaque fois qu'on va faire une transformation d'oxydoréduction, on va passer par les deux couples qui vont réagir. Il faut savoir qu'un couple réagit toujours avec un autre, et c'est toujours l'oxydant du premier qui réagit sur le réducteur du deuxième, ou le réducteur du premier qui agit sur l'oxydant du deuxième. Deux réducteurs n'agissent pas entre eux, et deux oxydants ne réagissent pas entre eux non plus. Il va falloir du coup un de chaque pour former le conjugué de chaque couple. Alors le conjugué, c'est l'espèce du coup qui est mis dans le couple, mais qui est l'autre. Ça veut dire que par exemple, je vais pouvoir faire réagir, je sais pas, Cu2+ avec Fe, et puis du coup ça va former Cu et Fe2+. Tout simplement. Ici, j'ai pris un exemple avec Cr2O7 2-, Cr3+. Donc ça, c'est vraiment pour un seul couple. On va avoir déjà une demi-équation avec un seul couple. Et tout ce qu'on a à faire, c'est respecter quelques règles. Déjà, on va écrire les deux de part et d'autre d'un égal. Et on va préférer mettre l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. Il y a un seul cas où on fera l'inverse, mais je vous expliquerai en temps venu.
À l'aide de nombres stoichiométriques, on va déjà équilibrer tout ce qui n'est pas O et tout ce qui n'est pas H. Alors dans CR2 au 7-2-, par exemple, on a un élément chrome qui est là, eh bien on va l'équilibrer en premier. CR2 au 7-2-, donc il y a 2 chromes, donc je dois mettre un 2 devant CR3+, pour qu'il y ait 2 chromes de chaque côté. Je passe à l'étape d'après, vu qu'il n'y a plus d'hétéro-éléments. Hétéro-éléments, donc du coup tout ce qui n'est pas H et pas O. On va commencer par équilibrer l'élément oxygène par ajout de molécules d'eau. Vous voyez que si j'ajoute de l'eau, H2O, liquide, bien, je ne pourrais pas équilibrer les H avant, parce qu'en rajoutant de l'eau, je vais déséquilibrer les H. C'est normal. Donc ici, je vais commencer par équilibrer les oxygènes. CR2 au 7-2-, c'est-à-dire que j'ai 7 oxygènes, et bien il va falloir que je rajoute autant de molécules d'eau, vu qu'il y a un oxygène par molécule d'eau. Donc à droite, je vais mettre 7 H2O. J'ai mis tout en couleur pour que vraiment soit le plus simple possible de compréhension. N'hésitez pas à remettre la vidéo, mettre pause, écrire à côté, ou même recommencer la vidéo à partir de cette explication-là, pour vraiment cibler toutes les notions qu'il y a à avoir ici. Donc là, j'ai équilibré les chromes, j'ai équilibré les oxygènes, j'ai plus qu'à passer à l'élément suivant. Qu'est-ce qui me reste à équilibrer ? Du coup, les hydrogènes. Vu que j'ai rajouté de l'eau, j'ai fait apparaître de l'hydrogène dans l'équation, et forcément, il va falloir que j'équilibre. L'élément hydrogène, du coup, se conserve par ajout d'ion H+. On appelle ça aussi des fois des protons. C'est pas grave. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Un hydrogène, c'est quoi ? C'est un proton en général et un électron qui tourne autour. H+, c'est quoi ? C'est quand on a enlevé un électron, donc il reste plus qu'un proton. Voilà. C'est une appellation qui est un petit peu... un petit peu atypique, mais un ion H+, c'est assimilable à un proton. Ne vous en faites pas. Bon, alors du coup, on a 7 H2O qu'on a rajouté, et il y a 2 hydrogènes par molécule d'eau. Donc du coup, il y a 14 hydrogènes en tout à équilibrer. Il y en a 14 à droite, et bien je vais en rajouter 14 à gauche. Avec quoi j'équilibre les H ? Avec des H+. Je mets 14 H+, à gauche. H+, c'est aqueux. N'oubliez pas, du coup, les états physiques. Et enfin, il me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est équilibrer les charges. Parce que j'ai mis des H+, donc forcément, on peut se poser la question, est-ce que les charges sont équilibrées ? Regardons, ici on a CR2 au 7-2-. Donc déjà j'ai 2 charges négatives. Et j'ai 14 H+. Donc il y a 2 négatifs qui vont se compenser avec 2 positifs. Et il va me rester 12+. À gauche. À droite j'ai quoi ? J'ai 2 CR3+, et 7 H2O. 7 H2O c'est neutre, pas besoin de calculer. Et 2 CR3+, c'est-à-dire que j'ai 2 ions chrome qui portent chacun, du coup, 3 charges positives. Donc j'ai 6 charges positives à droite contre 12 à gauche, et bien il va falloir que je mette 6 électrons pour compenser du coup les 6 charges positives en trop à gauche par rapport à droite. Et c'est pour ça que vous avez du coup 6 électrons. Une fois l'étape 5 du coup faite, vous n'avez plus à équilibrer, tout est bien ajusté et vous pouvez du coup en rester là. Donc c'est bien CR2 au 7-2- plus 14H+, plus 6 électrons, donne 2 CR3+, plus 7 H2O. La méthode elle est lourde, mais j'ai pris l'un des couples les plus durs à équilibrer pour vraiment que vous puissiez appréhender chacun des cas. Je vous conseille de reprendre du coup avec l'application la méthode précédente avec le couple HClO-Cl2. Donc ça c'est l'ion c'est HClO, donc du coup avec Cl2, je vous laisse équilibrer ça et on corrigera du coup en cours. Petit C, transformation d'oxydoréduction, et bien dès que vous avez déterminé vos 2 demi-équations, un pour chaque couple, vous pouvez passer à l'équation globale. Et ça, du coup, il y a encore une méthode pour l'obtenir, c'est très simple. Je vais prendre 2 couples, du coup. J'ai pris ici H plus H2 et Al3 plus Al. Ok ? Ces 2 couples, du coup, j'ai trouvé les demi-équations associées. Donc 2H plus 2 électrons donne H2, et Al est égal à Al3 plus 3 électrons. Je vous rappelle du coup que dans une demi-équation, il n'y a pas de flèche, c'est tout le temps des égales, vu que ce sont des équations théoriques. Il n'y a pas de réalité derrière ça, c'est plus une méthode pour arriver à la vraie équation de bilan, et non pas ici... Il n'y a pas de réalité en fait, il n'y a pas d'élément qui lâche un électron, l'électron il reste là comme à attendre un bus, et puis il y a un autre atome qui arrive et qui fait un électron, et il le prend. Non, ça n'existe pas.
Ok, vous avez toujours en fait un échange d'électrons dès qu'il y a collision en fait entre un réducteur et un oxydant. L'électron n'a jamais de phase où il est tout seul. Voilà. À part dans certains cas, mais c'est pas de l'oxydoréduction, et ça on le verra du coup plus tard, l'année prochaine sûrement, ou en fin d'année si on a le temps. Donc dès que vous avez les deux demi-équations, tout ce qu'il va falloir faire, c'est regarder qui sont les réactifs qui sont en présence. Ici, du coup, j'ai choisi de mettre en présence Al solide et H+. Je vais donc du coup maintenant, pour faire la réaction au total, multiplier les deux demi-équations par un coefficient, de sorte à ce qu'il y ait le même nombre d'électrons dans une demi-équation et dans l'autre. Si jamais vous avez du coup cette réalité physique de collision, en fait, ça c'est ce qu'on appelle la théorie des collisions, dès que vous avez deux éléments, deux entités chimiques qui vont venir s'entrechoquer et échanger des électrons, on est bien d'accord qu'il faut qu'il y ait exactement le même nombre d'électrons qui soient libérés par une espèce que ce qui soit capté par l'autre espèce. Donc du coup, je suis obligé de multiplier par un coefficient de sorte à ce que les deux demi-équations fassent apparaître le même nombre d'électrons échangés. Ici, j'ai une demi-équation avec 2 électrons, l'autre demi-équation avec 3 électrons, donc il suffit de multiplier en haut par 3 et en bas par 2. Il y a des coefficients plus simples, attention, que simplement prendre le nombre d'électrons de l'autre. Si jamais j'avais 10 et 5, j'aurais pas multiplié l'autre par 5 et la première par 10. On peut multiplier par 2 et par 1, c'est plus simple. Comme ça, il y a 10 électrons échangés au total. Trouvez toujours le coefficient le plus simple, même si, sans réfléchir, vous trouverez toujours du coup une solution qui fonctionne. C'est juste que les nombres stoichiométriques seront des multiples de la solution la plus simple. Une fois que vous avez réussi à multiplier, à trouver les coefficients, vous multipliez, bon ça normalement ça devrait le faire, donc 2H+, plus 2 électrons donne H2, si je multiplie par 3 ça me donne 6H+, plus 6 électrons donne 3H2, et l'équation du bas, Al3+, et 3 électrons, ça me donne 2Al, plus 2Al3+, plus 6 électrons. J'ai fait exprès de décaler comme ça, pour que les signes égaux soient l'un au-dessus de l'autre, et ensuite du coup, à gauche comme à droite, il suffit de réécrire, sans vous prendre la tête. Et normalement, à gauche et à droite, vous avez la suppression des électrons, parce que l'électron ne doit pas apparaître dans l'équation de bilan. Si on reprend l'exemple que je vous ai donné, il y a une collision, l'électron n'est jamais tout seul, que ce soit au début, à la fin, donc normalement, il ne doit pas apparaître dans l'équation de bilan. Et là, vous avez une vraie transformation. Là, j'ai fait une toute petite erreur, c'est que ici, sur votre document, on va le corriger en cours. Il ne devrait pas y avoir un égal ici, il devrait y avoir une double flèche. Grand 2, étudier l'évolution d'un système chimique. Donc là, maintenant qu'on a une transformation qui est étudiée, qui est modélisée, maintenant on va voir comment on peut suivre son évolution. Là, ça va être un petit peu plus lourd de compréhension, mais ce sera plus simple en termes de résolution. Pour retracer vraiment l'avancement d'une réaction, pour savoir à quel moment elle en est, si elle est plutôt au début, à la fin, au milieu, etc., on va recourir à ce qu'on appelle une grandeur qu'on nomme l'avancement, tout simplement, qui est noté X et qui s'exprime en mol. Cet avancement, on va le mettre dans un tableau qui s'appelle un tableau d'avancement, qui va nous permettre justement d'avoir, une vision d'ensemble de la réaction, qu'elle soit au début, à la fin, au milieu. Et pour faire ce tableau d'avancement, c'est toujours la même méthode. Par contre, avec moi, on ne mettra jamais de valeur chiffrée à l'intérieur, et je vous expliquerai pourquoi juste après. Je prends un exemple, je fais réagir, mon logiciel ici n'a pas permis de faire des minuscules, des indices et des exposants, donc sur votre cours ce sera beaucoup mieux fait. Si vous n'arrivez pas à lire mon exemple ici, c'est pas grave, le tableau d'avancement à côté, je l'ai pris en photo, donc du coup, il y a les vraies molécules, ne vous en faites pas. On va faire réagir S2O8 de- AQ avec I- AQ pour former I2 et SO4 de-. La réaction du coup, elle est ici. L'équation, vous l'avez ajustée, vous le marquez dans la première case. Ok ? Ensuite, tout ce qu'il y a à faire, c'est toujours le même squelette de tableau d'avancement, et des fois même au bac, on vous donne un squelette déjà fait, il n'y a plus qu'à le remplir. Si on vous demande de le remplir. Je vous demanderai quand même de le remplir une fois ou deux, pour que vous fassiez la main. Une fois que vous avez marqué l'équation de bilan,
il suffit de mettre du coup les états initiaux en cours et final. Des fois en cours et les zapper et on met que initial et final. Je vous préconise quand même de faire les trois, au moins vous savez où vous en allez. Initial, ça veut dire que c'est avant que la première réaction ait eu lieu. Donc l'avancement, en fait, il est de 0. On n'a pas du tout avancé dans la réaction. Qu'est-ce qu'il y a au début, avant de faire la première réaction, avant que la première molécule de réactif A rencontre la première molécule de réactif B? Enfin, molécule atomouillon. Hein. La première entité chimique de l'espèce A et la première entité chimique de l'espèce B se rencontrent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une quantité de matière initiale de l'espèce A, donc SO8-, et on a une quantité de matière initiale de I-, l'espèce B. Alors, j'ai une nomenclature qui est très précise là-dessus. Quantité de matière, on marque toujours N. Le petit i qui est à côté, c'est pour dire à quel état on est. Est-ce que c'est l'état initial? Est-ce que c'est l'état final? Et ici, ce qui nous intéresse, du coup, c'est l'état initial, donc petit i. Et ensuite, entre parenthèses, je mets l'espèce chimique de laquelle je parle. Donc ici, si je décode un petit peu mon appellation, c'est quantité de matière initiale de SO8-. À côté, pareil, quantité de matière initiale de I-. Ici, j'aurais pu remettre aussi NiSO4- et NiI2. Mais ça n'a aucun intérêt vu que si je n'ai mis en présence que 2 réactifs, bah j'ai forcément 0 en produit vu que la réaction n'a pas encore commencé. Donc pas besoin de les mettre. Mais dans le cas général, on pourrait le mettre. Ce n'est pas impossible qu'il y ait déjà des produits qui sont là. Mais dans une réaction qu'on a contrôlée et organisée, normalement, si on rajoute les 2 réactifs dans un bécher qui est vide, bah on a 0 de chaque produit. Mais c'est pas impossible. Voilà, il faut garder ça en tête. En cours. Donc on a un avancement X qu'on ne connaît pas. X, il est entre 0 et la fin. La fin, on ne connaît pas sa valeur, mais on est quelque part entre les deux. C'est pas grave si on ne connaît pas où est-ce qu'on est. Tout simplement parce qu'on va remplir de manière théorique. On va marquer aucun chiffre. Donc du coup, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une réaction, on va consommer un S2O8-. Et à chaque fois qu'on va faire une réaction, on va consommer 2 I-. Et bien si X c'est l'avancement en mol, et bien X, ça représente le nombre de moles de réaction que j'ai faites. Donc par exemple, si j'ai fait une mole de réaction, eh bien j'ai consommé une mole de SO8-, et j'ai consommé 2 moles de I-. Comment je retrace ça? La quantité de matière que j'ai à n'importe quel moment de l'avancement X, eh bien c'est la quantité de matière que j'avais au début, moins l'avancement que j'ai fait, donc moins les X moles que j'ai consommé du réactif. Finalement, si j'avais 5 moles au début, par exemple, et que j'ai fait 2 moles de réaction, eh bien j'avais 5 moins 2, bah, il me reste 3 moles, c'est normal. Si mon X c'est 4 moles, bah, il me reste plus qu'une mole, 5 moins 4. Voilà, en fait c'est une manière théorique de marquer votre résultat et qui est vrai à n'importe quel avancement. Je fais la même chose à côté, Ni de I-, bah c'est quoi? C'est la quantité de matière que j'ai mis au début, moins le nombre de réactions que j'ai faites, en mol, fois 2 parce que par réaction je vais utiliser 2 I-. Donc du coup Ni, I- à que moins 2x, moins 2 fois l'avancement, moins le nombre de réactions que j'ai faites en mol, fois 2 parce qu'il m'en faut 2 par réaction. Pareillement, ici, donc c'est la quantité de matière que j'avais au départ, moins l'avancement fois nombre stoichiométrique, pour dire que c'est un réactif et que je le consomme. Mais aussi, je peux dire que à côté, pour les produits, c'est pareil. C'est la quantité de matière que j'avais au début, plus le nombre que j'ai produit. Mais vu que c'était 0 que j'avais au début, ben, il me suffit de dire combien j'en ai produit. Combien j'en ai produit? Ben, j'en produis 2 par réaction. Donc si X c'est mon nombre de réactions en mol, ben, ça me fait 2X. Pareil pour I2, j'en produis une par réaction. Donc si j'ai fait X réactions, ben, j'en ai produit X. En mol, bien entendu. L'état final, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a juste qu'à remarquer la ligne du dessus en mettant XF à la place de X. C'est aussi simple que ça. Et XF, du coup, c'est une valeur qui est bien déterminée, c'est la valeur à laquelle je me suis arrêté et où la réaction, du coup, est à l'équilibre. Soit elle est terminée, soit elle n'avance plus, mais je ferai ça plus tard dans le cours. Enfin, le plus tard, c'est maintenant même. Donc, à l'état final, la transformation voit son avancement être final, être maximal, ok ?
Il y a 2 causes pour cet arrêt. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut ranger sa chambre. Imaginons que votre maman vous demande de ranger votre chambre. Vous avez un coffre à jouets avec plein de jouets partout. Ok. Vous essayez de ranger. Le moment où vous avez fini votre rangement, où votre rangement ne peut plus avancer, j'utilise bien ce mot avancement, le moment où vous ne pouvez plus avancer dans votre rangement, ben c'est soit parce que vous avez fini, il n'y a plus de jouets à ranger dans votre coffre, et donc vous avez atteint l'état qu'on appelle maximal. Ça veut dire que la réaction est totale, vous avez terminé votre action, et il n'y a plus de jouets à ranger. S'il y avait d'autres jouets à ranger, vous auriez continué. C'est parce qu'il y a un manque de jouets à ranger que vous ne pouvez plus faire l'action ranger vos jouets. Ok ? Donc là, si je repasse en chimie maintenant, il ne peut plus y avoir réaction dès lors que l'un des deux réactifs, ou les deux en même temps, hein, dès lors que au moins l'un des deux réactifs n'est plus représenté. Dès lors que vous avez entièrement consommé quelque chose. Si je reprends l'exemple du McDo qu'on avait fait en seconde, eh bien, si vous prenez 2 pains et une viande pour faire des burgers, fin de la soirée, c'est soit parce que vous n'avez plus de pain, soit parce que vous n'avez plus de viande. Vous ne pouvez plus faire de sandwich supplémentaire parce qu'il vous manque l'un des deux ingrédients. On ne peut plus faire la réaction, la transformation chimique, l'action de faire, du coup, votre recette. Ok ? Ça, c'était ce qu'on avait vu en seconde et on avait qualifié le réactif manquant de réactif limitant. Là, on le revoit, mais c'est vraiment à apprendre par cœur cette fois-ci. C'est un terme que je veux que vous sachiez. Deuxième chose maintenant, c'est qu'il y a une autre possibilité pour le fait que la réaction ne puisse plus avancer. Elle est appelée du coup non totale et ça se passe avant que les réactifs soient entièrement consommés. Comment ça se passe du coup dans un cas de la vie de tous les jours ? Si je voulais vous l'illustrer, imaginez que vous êtes en train de renjouer du coup vos jouets dans votre chambre, vous prenez un jouet, mettez dans votre coffre et vous répétez l'action, etc. Et là vous avez votre frangin hein, qui arrive et à chaque fois que vous placez du coup un jouet dans votre coffre, lui il l'enlève et il le remet derrière vous pour vous continuer à ranger. Voilà, le bel imposteur. Hein. Et à chaque fois que vous en mettez un, il en retire un. Et en fait, si vous allez à la même vitesse, si l'action en fait de ranger votre jouet est à la même vitesse que votre frangin, l'action du coup de déranger un jouet, eh bien en fait, vous allez perdurer dans un état d'équilibre qui n'avancera jamais. Et vu que votre avancement ne progresse plus, on va considérer que la réaction est arrêtée. Enfin, la réaction est arrêtée. Que la réaction n'avance plus. Plus important. Ok ? On dit qu'elle est à l'équilibre. Mais en termes de macroscopie, si je regarde le résultat brut, bah en fait, si à 5 jouets de la fin, vous n'arrivez plus à aller plus vite que votre frangin, et qu'il reste toujours 5 jouets à ranger, bah finalement, c'est comme si vous ne faisiez rien. On va considérer que la réaction n'avance plus. Non pas c'est arrêté, parce qu'il y a toujours du mouvement, vous êtes toujours en train de ranger, votre frangin est toujours en train de déranger. Ok, il y a toujours des choses qui se passent, mais le bilan global ne change plus. Voilà ce que je voulais dire. Si vous avez vraiment compris ça, bravo. Alors remarque, du coup, si tous les réactifs sont consommés lors d'une transformation totale, on dira que le mélange initial était stoichiométrique, ça veut dire que vous avez pris pile poil les ingrédients dans la bonne dose et que du coup il reste rien à la fin. Ça c'est quand vous êtes un très bon manager à McDo, c'est quand vous avez pris 50 pains et 25 viandes, il reste rien à la fin, il n'y a rien à acheter, c'est parfait. Et c'est ce qu'on va essayer de faire au maximum en TP de chimie pour éviter de gaspiller, du coup, ou de gâcher des réactifs. Alors, pour les transformations totales, on va essayer de trouver le réactif limitant, et pour trouver le réactif limitant, on va s'intéresser du coup à l'avancement maximal. Pour un état du coup total, le XF va devenir Xmax, parce qu'on sait qu'il y a un état maximal atteint, et pour trouver la valeur de ce Xmax, c'est très simple, on va imaginer que chaque réactif est limitant, on va voir combien de moles de réaction il peut faire, et en fait, celui qui va arrêter la transformation, c'est celui qui viendra à manquer en premier. Donc c'est très simple, si je prends par exemple l'exemple du McDo, encore une fois, si j'ai 100 pains et 100 viandes, vous avez très vite compris que c'est les pains qui vont commencer à manquer, parce qu'il y a 50 viandes de trop. En fait, avec 100 viandes, je peux hypothétiquement faire 100 burgers. Mais avec 100 pains, je peux hypothétiquement faire 50 burgers seulement. Donc du coup, la valeur Xmax de mes pains, ça va être 50. Alors que la valeur Xmax de mes viandes, ça va être 100. Je vais prendre le plus petit des deux parce que c'est le pain qui va, du coup, au bout du 50e burger, manquer en premier.
C'est ça que je vais vous faire déterminer ici, mais sur l'exemple de la chimie. Je vous demande du coup de trouver le réactif limitant, puis d'exprimer et calculer la valeur de Xmax, sachant que la quantité de matière de S2O8-AQ est égale à 2,010-4 mol, et que la quantité de matière de I- est égale à 7,010 puissance moins 4 mol. Comment on fait? Je vais prendre un premier cas où je vais considérer le Xmax si jamais je venais à consommer entièrement S2O8-. Et comme vous pouvez le lire à côté sur le tableau de droite, eh bien si la quantité de matière du coup de S2O8- était entièrement consommée, ça veut dire que la case de mon tableau final, à l'état final, hein, vous repartez sur le tableau juste avant, je vous le remets une fois, c'est-à-dire que la case qui est ici, là, elle est égale à 0. Ok? Si à la fin je n'ai plus d'S2O8-, ça veut dire que Ni S2O8- moins XF, devenu Xmax, est égal à 0. Et c'est pour ça que je pose du coup que N S2O8- moins Xmax est égal à 0. Je remplace Ni S2O8- par sa valeur, 2,010-4, donnée par l'énoncé. Moins Xmax, ça fait 0. Et bien du coup, Xmax, c'est quoi? C'est 2,010-4 mol. Tout simple. Ok? Maintenant, je vais refaire le même cas si je consommais entièrement I-. Si je consomme entièrement I-, je repars sur ma case du tableau correspondante, c'est la deuxième case qui est ici. Si I- est limitant, si je viens à consommer tout I-, c'est-à-dire que cette case-là est égale à 0. Donc Ni de I- moins 2XF est égal à 0. Attention, ne pas oublier ce 2, hein, super important. Ça veut dire que si je prends du coup 7,010-4, la valeur de la quantité de matière initiale en I-, et que je retire 2Xmax, ça donne 0. Donc Xmax, c'est égal à 7,010-4 divisé par 2. Et ça me donne 3,510-4 mol. Qu'est-ce que veulent dire ces deux valeurs de Xmax? Ça veut dire que avec l'introduction de la quantité de matière que j'ai mis en S2O8-, je peux faire 2,010-4 mol fois la réaction. Et de l'autre côté, je peux la faire 3,510-4 mol fois. Donc ça veut dire que dans les deux cas, il y en a un qui va venir être épuisé en premier, je vais prendre le plus petit des deux. Le plus petit des deux, c'est 2,010-4 mol. Donc je sais que c'est S2O8- qui est limitant. Attention, ça c'est un truc que je veux absolument que vous ne tombiez pas dedans. Je ne peux pas dès l'énoncé me dire 2,010-4 mol c'est plus petit, donc c'est lui qui va manquer en premier. Attention, il y a des chiffres stoichiométriques. Si ici j'avais pris 5, si j'avais pris 3 par exemple, à la place de 7,0, et bien divisé par 2, ça m'aurait donné 1,510-4 mol. Et à ce moment-là, ça aurait été I- le réactif limitant. Donc absolument faire ces calculs jusqu'au bout, comparer les deux valeurs de Xmax, donc ici j'ai 2,0 et 3,5, les deux sont 10-4, donc c'est 2,0 plus petit, et c'est donc S2O8- qui va être le réactif limitant. Une fois que j'ai fait ça, je peux même aller plus loin et faire un bilan de matière de ce qui me reste à la fin. C'est un petit peu votre inventaire McDo une fois que vous avez fini la soirée. Ah, j'ai consommé tous mes pains, il me reste plus rien, mais j'ai combien de viande au cas où j'ai une livraison le lendemain? Il me reste 50 viandes et puis j'ai peut-être aussi des nuggets, des salades, etc. Bon, peut-être que McDo va démonétiser la vidéo, mais on s'en fout. Donc du coup, si je viens à faire le calcul des quantités de matière finale de mes réactifs et de mes produits, comment je fais? Alors déjà, NF S2O8- ça c'est facile. Donc NF, quantité de matière, pour N, F, finale, et ensuite l'aspect chimique qui est associé. Donc quantité de matière finale en S2O8-, on a dit qu'il est limitant, donc il est entièrement consommé, donc il reste plus rien. 0 mol. Pour I-, et bien du coup je vais prendre la case du tableau final, ici. D'ailleurs pour toutes les espèces, je vais prendre chaque case de la ligne finale, hein. Et je vais calculer Ni de I- moins 2Xmax. Eh bien, Ni, c'est combien pour I-? C'est 7,010-4, donné par l'énoncé, moins 2 fois la valeur de Xmax, et Xmax, on a dit que c'était 2,010-4, la valeur la plus petite qu'on avait trouvée. Et qu'on va du coup finaliser et garder. C'est celle-là qu'on va retenir. L'autre, elle n'existe plus. Du coup, 2 fois 2,010-4, ça fait 4,010-4. Et vu qu'on en avait 7 au début, il m'en reste 3. 3,010-4 mol, ça c'est facile. Pour les deux produits, c'est très simple. La quantité de matière finale de chaque produit, c'est égal à 2Xmax pour SO4-, et pour I2,
seulement de un seul Xmax. Donc du coup 2,0 10.4 et 2 fois 2,0 10.4, donc 4,0 10.4. Je vous laisse en application refaire la même méthode que ci-dessus. Vous avez vraiment le modèle, c'est exactement pareil. Je vous donne les mêmes réactifs, c'est la même réaction, c'est le même tableau d'avancement, sauf que j'ai changé les valeurs. Donc du coup ici 5,1 10-3 mol pour S2O8 de moins et 9,8 10-3 mol pour I-. Trouver le réactif limitant en premier, exprimer puis calculer les Xmax. Et si vous avez un petit peu de motivation, faites aussi le bilan de matière, ça vous fait pas de mal. Pourquoi maintenant je vous ai dit que le tableau d'avancement, je ne voulais pas le remplir avec des valeurs chiffrées? Si j'avais du coup fait ce tableau d'avancement avec des valeurs chiffrées, le fait de faire l'exemple aurait été simple, je suis entièrement d'accord, mais pour refaire l'application derrière, vous auriez été obligé de faire un nouveau tableau d'avancement avec les nouvelles valeurs chiffrées. Le fait de le remplir de manière littéraire, ça vous permet de pouvoir le prendre et l'appliquer pour n'importe quelle valeur. Et c'est là où vous gagnez du temps, surtout au bac. Ne pas refaire un tableau d'avancement 30 fois, c'est vraiment un plus. On peut donc déterminer l'avancement maximal d'une transformation et les quantités de matière finale grâce aux quantités de matière initiale. Ça, c'est une première chose. Mais on verra aussi l'année prochaine qu'on peut faire l'inverse. On peut prendre des quantités de matière finale et remonter aux quantités de matière initiale pour une réaction qu'elle soit totale ou pas. Enfin, dans le cas du coup d'une réaction non totale, on ne va pas beaucoup détailler la chose, on va juste dire que XF est inférieur à Xmax, on n'est pas allé jusqu'au bout du maximum qu'on pouvait faire. Par exemple, avec l'exemple du coffre à jouets, on ne va pas jusqu'à la totalité des jouets rangés. On ne sait pas combien de jouets il va rester. Ça, c'est quelque chose que, à part en zoomant avec un outil de précision, on ne pourra pas savoir combien il reste. Mis à part si on a des petits indices comme la quantité de matière finale d'un dépôt de produit, etc. Mais ça, on le verra plus tard. Dans tous les cas, le fait qu'il y ait du coup une réaction qui est non totale, on va mettre une double flèche ici pour dire qu'il y a un sens direct vers la droite, le fait de ranger les jouets, l'action qui était prévue à la base et que votre mère a demandé. Et on va mettre l'autre sens, du coup, ce qu'on appelle le sens indirect, la flèche qui part des produits vers les réactifs. Et ça, du coup, c'est la flèche qui représente l'imposture de votre frère à déranger vos jouets et à vous refléter le travail. Donc, sens direct, la consigne de base. Sens indirect, la consigne inverse. Enfin, pour terminer ce cours qui est déjà très conséquent, on va rester là-dessus. Dernière chose, titrage et équivalence. Donc un titrage, qu'est-ce que c'est? C'est l'action de venir prendre l'information, soit d'une quantité de matière, soit d'une concentration d'une espèce qui est inconnue, grâce à une autre solution dont on connaît les détails. Voilà. Donc par exemple, dans une réaction non totale, je ne vais pas savoir combien j'ai formé d'un produit, d'un réactif, qu'est-ce qui me reste, quelle est la concentration de la solution, combien j'ai de quantité de matière, tout ça je ne sais pas dans une réaction non totale. Parce que du coup je ne sais pas à quel point le frangin il est bon pour déranger ce que je fais. Vous voyez l'exemple? Du coup il va falloir que je procède à une méthode de mesure indirecte, et cette méthode de mesure, du coup, c'est ce qu'on appelle un titrage. Ça c'est un montage que vous commencez à apprendre en première, que vous allez perfectionner du coup jusqu'en terminale, parce que à l'épreuve de terminale, vous avez une épreuve écrite, mais une épreuve aussi théorique, cette épreuve pratique qui constitue un TP, et le titrage est l'une des épreuves du coup les plus classiques. Donc titrer une espèce en solution, c'est déterminer sa quantité de matière ou sa concentration, l'un des deux. Vraiment l'un des deux. Pour ça, vous allez du coup user d'une solution qui est connue en termes de concentration, ce qu'on appelle la solution titrante, et l'autre solution, celle que vous ne connaissez pas, celle qui manque du coup une étiquette dessus, que vous allez compléter, celle à qui il manque un titre, on dit qu'elle est titrée. C'est celle qu'on va titrer dans la manipulation. Selon les ouvrages, vous pouvez aussi voir une solution attitrer, donc à laquelle il faut donner un titre, ou attitrer, celle qui n'a pas de titre. Okay, mais ça revient au même. Vous pouvez l'appeler des 3 manières différemment, on ne vous enlèvera pas des points pour ça, et d'ailleurs, prenez celle qui vous correspond le plus.
Ça, c'est vraiment au feeling de chacun. Le schéma attendu du montage, il est ci-contre. Ça, c'est un schéma officiel, du coup. Enfin, c'est plutôt une photographie. Si vous représentez ça de 2D, c'est très bien. Et d'ailleurs, ça, c'est un montage qu'on va avoir en exo, en contrôle, en épreuve. Et c'est un truc que je vais vous demander super souvent. Vous allez tellement le faire, c'est qu'il n'y a même pas besoin de l'apprendre par cœur. Ça va finir par rentrer de lui-même. Quand on fait un titrage, du coup, on va chercher un moment qui est très particulier. C'est le moment où vous avez incorporé autant de quantité de matière de la solution dans la burette, la solution titrante, que ce qu'il y avait dans le bécher en bas, du coup dans l'échantillon que vous avez pris, donc de l'espèce titrée ou attitrée. Ce point très précis où vous avez mis du coup la même quantité de matière des deux, c'est ce qu'on appelle l'équivalence. L'équivalence, dans un dosage, dans un titrage qui est colorimétrique, ça va correspondre à un changement de couleur. Ça veut dire que la couleur de l'espèce qui était présente va soit disparaître, ou alors il n'y avait pas de couleur au début, mais la couleur de l'espèce titrante va finir par s'imposer et apparaître, soit vous avez deux couleurs et vous allez du coup passer de la première à la deuxième, tout simplement. Par exemple, si on fait le dosage, je sais pas, là j'ai pas d'exemple en tête, mais si vous avez une solution qui est bleue à la base et que vous rajoutez de l'incolore, eh bien le moment où il y a un changement de couleur, eh bien la couleur bleue va vraiment disparaître d'un coup. Si vous faites l'inverse, du coup la couleur qui doit dominer, en fait, à chaque goutte va s'estomper dans l'incolore et disparaître, et à l'équivalence, la couleur va apparaître d'un coup. Ça, c'est vraiment des exemples qui sont très frappants, et d'ailleurs on va le faire en TP, et ce que je vous dis là en cours, du coup, là va faire appel à des souvenirs que vous aurez vus, ce sera beaucoup plus clair. Dans tous les cas, l'équivalence, ça se définit sous 3 termes. Soit c'est quand vous avez stoichiométrie entre la solution titrante et titrée, soit vous avez du coup les réactifs qui ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que les deux réactifs sont limitants en même temps. Okay, soit c'est le moment où vous avez changement de réactif limitant parce que celui qui est limitant est devenu en excès et celui qui était en excès est devenu limitant. Voilà. Vous pouvez le mettre comme vous voulez, dans tous les cas ça ramasse tous les points. Par exemple ici je vous ai fait du coup la photo d'un livre, vous avez une espèce qui est incolore au début, on met du KMNO4 à l'intérieur, une espèce qui est violet, enfin rose quand c'est pas concentré, violet quand c'est très concentré, c'est l'espèce de l'eau de Daquin, si vous vous en souvenez. Dès que vous la mettez dans l'espèce incolore, ça disparaît, chaque goutte disparaît parce qu'elle est consommée, et d'ailleurs que vous passez l'équivalence, la couleur de l'espèce titrante s'impose, et là ça vire du coup au rose, et c'est assez net. Le changement colorimétrique est assez net. En général, la première fois, vous faites tous waouh, et puis après, ça devient classique. Mais c'est toujours impressionnant. Enfin, à l'équivalence, du coup, il y a quelque chose qui est très important à retenir, c'est que vous avez toujours égalité entre les quantités de matière de l'espèce A et de l'espèce B. Ok, donc la quantité de matière de A est égale à la quantité de matière de B. Si l'espèce A, on peut l'écrire, sa quantité de matière Na, on peut écrire sous la forme de Ca fois Va, alors on peut écrire aussi pour l'espèce B, NB c'est égal à CB fois BB, et vous allez avoir la relation la plus importante et celle qui rentre le plus facilement dans la tête des élèves et des étudiants en supérieur, c'est qu'à l'équivalence, vous avez CAVA qui est égal à CBVB. Ceci n'est vrai que lorsque vous avez les mêmes chiffres stoichiométriques. Attention, parce que sinon vous avez Na qui est égal à 2NB, et à ce moment-là, il y a un facteur 2 qui va falloir se traîner jusqu'à la fin. Dans le cas du coup de la première, on va plutôt s'intéresser ici dans le cours à un exemple équimolaire, c'est-à-dire que vous avez le même chiffre stoichiométrique, donc soit 1, soit 2, soit 3, etc., mais le même pour les deux réactifs, et à ce moment-là, du coup, il y a égalité entre les quantités de matière, donc Na est égal à NB. CAV est égal à CBVB. On va dire que A, c'est la solution du coup titrée, B, c'est la solution titrante, donc le volume que j'ai versé VB, c'est ce qu'on va appeler le volume de l'équivalence, le volume équivalent, et donc on va l'appeler VEC au lieu de VB. C'est pour ça que vous avez le CAVA est égal à CB VEC, V équivalent. Voilà, dans le cas où on utilise une espèce colorée en tant que réactif de la solution titrante, nous aurons consommation de ce réactif jusqu'à l'équivalence, mais la couleur persiste dans le bécher. À l'équivalence, on observe disparition de toute coloration, et après l'équivalence, on n'observera plus cette couleur,
puisque l'espèce colorée a été totalement consommée, et que tout ce qu'on rajoute, n'est pas l'espèce colorée. Deuxième manière de lire cette phrase, dans le cadre où on utilise une espèce colorée en tant que réactif de la solution titrée, nous aurons consommation de ce réactif jusqu'à l'équivalence, mais la couleur disparaît dans le bécher. À l'équivalence, on observe la disparition de toute coloration, et après équivalence, nous observerons la persistance de cette couleur, car elle n'a plus d'espèce chimique avec qui réagir. Alors, on va faire attention ici, j'ai inversé titrante et titré. Donc vous m'inversez ça, vous chez vous, vous barrez titrante sur le cours que je vous ai donné, vous remplacez par titré, et ici vous barrez titré, et vous mettez titrante. Personne n'est parfait, mais quand on se relit, vous voyez, on peut faire du coup la correction de ces erreurs, et c'est pour ça que je vous encourage à bien vous corriger avant de rendre des copies. J'espère du coup que ça vous aura plu, que c'était pas trop long. Là on est déjà à 40 minutes de vidéo, mais c'est 3 très gros morceaux de la chimie de ce programme, et les 3 sont dans le même chapitre, donc il faut y mettre le temps. Voilà, donc essayez de faire cette vidéo en plusieurs fois, essayez de bien dispatcher, de toute façon je vous dirai les timecodes à regarder pour pas le regarder d'un coup. Donc on va faire d'abord oxydant et réducteur avec les transformations, ensuite on fera bien du coup la partie avec le tableau d'avancement, et enfin on fera bien la partie avec les titrages. On va diviser ça en 3, et les exos seront aussi divisés en 3 pour vraiment travailler chacune des choses différemment. Par contre, à l'issue de ce chapitre, il va falloir tout savoir faire d'un coup pour chaque TP, chaque titrage et chaque suivi de réaction. Voilà, les exos du coup arrivent sur Pronote très vite, et j'espère que vous aurez du coup tout compris sur ce chapitre qui est méga important dans votre programme.